We are in the second day of the Africa-Spain Cooperation Summit. We have listened a lot of opinions, experts from Africa, from Spain, and I think that it's good to conclude, to have some ideas to rebuild some building, some thinking about what is, which may be the relationship, or how can we increase the collaboration between Africa and Spain. With us, Aldo Olcese, President of FinCorp. Thank you for joining us. And Dafer Saidan is from Schema Business School. Thank you for joining us. Mr. Olcese, which is your main ideas, the conclusions you can tell us about this summit, the relationship between Africa and Spain, or Africa and European Union? Aujourd'hui, on a eu un débat très intéressant de la partie finance, dans lequel on a discuté pendant 1h30 sur les enjeux, les solutions aux grands défis que la finance africaine a pour se développer. Et moi, je voudrais souligner une des conclusions les plus importantes, qui est celle de comment faciliter l'entente entre la finance européenne, espagnole européenne, et la finance africaine. Parce qu'il y aura sûrement un grand plan Afrique de la Commission européenne qui va prendre place, je pense, dans les prochains mois, dans l'année 2024, qui va alloquer une quantité importante de fonds européens qui vont avoir la destination de l'Afrique. Mais nous nous trouvons avec des problèmes d'exécution. Comment s'entend le système financier européen avec le système financier africain pour canaliser d'une façon adéquate ces fonds? Et les problèmes sont de compliance, de gouvernance, d'exécution, de risque. Et si nous allons appliquer les standards européens aux banques et aux intermédiaires financiers africains, ça ne va pas marcher, parce que c'est impossible. Les institutions financières européennes ont des difficultés pour accomplir toutes les exigences de compliance, de gouvernance que l'Union européenne, je dirais justement, applique pour les opérateurs européens, mais qui ne sont pas facilement applicables aux opérateurs africains. Et donc il y aura une volonté d'exécuter, mais une grande difficulté de le faire. Et une des conclusions que nous avons, je pense, tirées de ce débat est celle de recommander de ce forum aux autorités européennes, quand ce plan Afrique sera approuvé, de tenir compte de ces circonstances, d'être un peu plus flexible dans ses exigences. Et au sens contraire, les pays africains et les institutions financières africaines doivent s'engager à améliorer leurs standards de gouvernance et de compliance. Il faut trouver un point de rencontre. Mais on ne peut pas imposer aux Africains les exigences que nous faisons peine à accomplir et qu'eux, ils ne vont jamais pouvoir accomplir, parce que c'est tout un processus de, je dirais, de dizaines d'années. Nous, on n'est pas arrivé à notre standard de gouvernance ou de BAL 6 ou de IFRS 2, 3 en 2 années. On a eu des périodes de maturité, on a eu des périodes de carence, on a eu un aménagement qui nous a permis d'y arriver d'une façon sûre, mais avec certains délais. Donc il faut tenir compte de ça pour que ça puisse fonctionner. Et je pense que c'est un message que nous devons passer très fort, c'est un message politique, parce que pour le moment, ce que les institutions financières européennes reçoivent de ces dirigeants de la Commission européenne et de ces dirigeants financiers de la Banque centrale européenne sont des exigences énormes dans le champ de la gouvernance et de la compliance et des risques et de la gestion des risques. Et je dois dire qu'avec ces standards, ça sera impossible d'exécuter en Afrique. Professor Saidan, which is your main conclusion of this summit? Alors, moi, je partage tout à fait le point de vue d'Aldo et je le remercie en tant qu'Européen et en tant que professionnel dans le monde de la finance en Europe.
de prendre cette position en faveur de plus disons, de pertinence de la réglementation européenne vis-à-vis de l'activité en Afrique. Alors c'est vrai, le continent africain est un continent qui va très très vite et probablement l'Union européenne a du mal à suivre aussi dans ses directives. Et j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Aldo, et je partage tout à fait son point de vue, et c'est l'une de nos conclusions aujourd'hui lors de nos rencontres, c'est de dire au fond, si on prend l'exemple de la CRDS, la directive CRDS 6, qui va rentrer en vigueur en janvier 2025, elle va avoir, mine de rien, un impact très important sur l'afflux de capitaux des travailleurs immigrés dans leur pays d'origine. Prenons le cas du Maroc. Et donc, si la CRDS 6 vient serrer en quelque sorte, donner un coup de serrage de ces flux de revenus des travailleurs immigrés, de la diaspora marocaine, cela risque d'avoir des conséquences en retour sur les importations du Maroc, nécessairement vis-à-vis de l'Union européenne. Donc, ayons une vision un peu plus de long terme. Il ne faut pas que nous soyons simplement recroquevillés sur nos normes européennes. Par ailleurs, moi je suis un peu inquiet au-delà des aspects financiers, des aspects extra-financiers, et je finirai là-dessus. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Union européenne est en train de mettre en place des directives sur ce qu'on appelle la finance verte, la finance durable. Et l'Afrique, évidemment, va être impactée par ces directives. Par exemple, la manière de produire le cacao, la déforestation qui, effectivement, est consécutive à ce type de process de production de cacao, va impacter aussi les producteurs camerounais, les Ivoiriens, etc., dans leur façon de faire. Ça veut dire qu'il va y avoir, en quelque sorte, une production qui sera interdite d'aller en Europe parce qu'elle ne correspond pas aux directives et aux normes de la finance verte imposées par l'Union européenne. Donc, ce que l'on dit, et moi je rejoins Aldo, il faut du temps, il faut laisser un peu plus de temps, il faut sans doute réfléchir avec les Africains aussi sur la manière d'implémenter ces nouvelles lois, ces nouvelles réglementations. Et je finirai par un exemple. J'ai toujours en mémoire l'exemple de cet exportateur industriel tunisien qui nous rapportait lors d'une réunion que son stock de produits qu'il doit livrer en Europe est bloqué sur le port de Rades et que ces conteneurs ne pouvaient pas aller en Europe. Pourquoi? Parce qu'elles ne respectaient pas, ou en tout cas, elles ne sont pas dans les nouvelles normes européennes, qui sont des normes écologiques qui surprennent l'Afrique et qui ne sont pas tout à fait dans nos façons de produire encore. Alors, essayons de mettre en place un agenda. C'est ce que nous avons essayé de réfléchir lors de cette rencontre avec One Africa. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tous, car nous sommes tous sur la même planète. Former Prime Minister of Benin said that Africa is the solution for Europe. Do you agree? Europe must adapt its with the condition of Africa. Is Africa now give a lot of opportunities for Europe? Sincèrement, moi je le crois, parce que l'Afrique est le continent avec les plus hautes ressources naturelles qui intéressent l'Europe. Et donc c'est essentiel pour nous, soit dans le domaine des minéraux, des métals, de l'alimentation. Donc c'est un enjeu où nos intérêts comme Européens sont très clairs. Le problème, c'est que si nous voulons imposer les normes de comment faire du commerce avec nous, et seulement avec nos normes, ça va être impossible et ça va laisser le champ libre, comme d'ailleurs ça se passe aux Chinois, qui sont présents dans tout le continent parce qu'ils sont moins exigeants de ce côté-là. Et nous disons, il faut être exigeant, mais on ne peut pas demander exactement le même niveau d'exigence que nous avons pour nous dans notre marché intérieur, pour les Africains. Parce que sinon, on ne pourrait pas faire du commerce avec eux pendant les prochaines années. Et on a besoin de leurs ressources naturelles, et c'est pour ça que nous demandons une flexibilisation des positions, des deux côtés. Alors, moi j'ai eu un échange avec le Premier ministre Lionel Zinsou, auquel vous faites référence,
Et effectivement, je suis agréablement surpris de la fraîcheur de cette réflexion qu'il nous invite d'adopter. Lionel Zinsou a exprimé clairement l'idée selon laquelle on ne peut plus parler de coopération comme avant. Et je garde en mémoire cette précision qu'il a apportée, coopération n'est pas compassion. Il y a déjà quelques années que, personnellement, je remets un peu, je discute ce concept de coopération. Concept de coopération basé sur une forme de condescendance, c'est le passé. Et je pense que l'Afrique a pris conscience de cette coopération entachée disons, de formes très anciennes de colonialisme. Je crois que l'Afrique n'est plus due par rapport à cela. Et d'où l'importance de revoir, de revisiter cette notion de coopération. Et comme l'a dit Lionel Zinsou, pour le paraphraser, on ne va plus vous demander de vous supplier de venir chez nous pour investir. On va vous dire, écoutez, si ça vous intéresse, on a des opportunités, on peut les partager ensemble, d'égal à égal, on peut mettre ensemble nos compétences, nos savoir-faire pour essayer de construire le monde de demain. The last one, communication is needed between Africa and Spain, good communication, good information. I think there are a lot of clichés, stereotypes, who gives a very wrong image about Africa. So I think it's one of the targets for us to make good communication, good information, and that this summit must be done again next year and next. I think it should be a very good tool in the relationship between Spain, Europe, with Africa. Sûrement oui. La communication est toujours nécessaire, mais entre deux réalités qui sont très différentes, il faut foncer, il faut s'efforcer et il faut faire de la communication un objectif en soi-même. Il faut le travailler, il faut le soigner et je pense que des initiatives comme ce forum sont très intéressantes, très importantes et il faut les répéter. Sincèrement, je le crois. Les débats d'aujourd'hui ont été formidables. Je pense qu'il faut parler. On a appris beaucoup de choses et parfois c'est un dialogue entre personnes qui ne s'écoutent pas. Et il faut faire un effort supplémentaire pendant les prochaines années. Si c'est vrai, comme je le pense que ça va se réaliser, ce grand plan africain de la Commission européenne, il faudra nécessairement faire des efforts supplémentaires de communication, d'interchange, d'opinions, de propositions, essayer de comprendre les autres et de nous comprendre avec une mentalité ouverte, flexible, coopérative et éthique. Oui, la communication est fondamentale et je vous remercie, Javier, de jouer ce rôle de facilitateur, de compréhension, de dialogue très important. Et je remercie aussi Aldo parce que, je veux dire, il est professionnel, moi je suis professeur, mais on a réussi à établir un bridge entre nos deux mindsets et deux mondes et on a réussi à comprendre pour essayer de faire avancer certaines idées très modestement. La société civile que nous représentons est très très importante et je pense que l'Union européenne, nos décideurs, nos administrations diverses et variées doivent tenir compte du son que nous émettons, des idées que nous formulons et de la modeste contribution à laquelle nous essayons d'apporter grâce aussi aux médias qui jouent un rôle transparent et nous l'espérons de plus en plus important. J'ajouterais, si vous me permettez, qu'il y a un grand défi lié au concept de la nouvelle Afrique ne peut pas se développer avec le vieux concept de la finance liée aux appuis publics. Aujourd'hui, si tu veux exécuter une opération en Afrique, si tu n'as pas la garantie d'un État, si tu n'as pas la garantie de ton État, si tu es un Espagnol
rien ne se passe. Et donc, à la fin, ce sont des problématiques toujours de politique bilatérale. Tandis que les sociétés civiles et les opérateurs privés ont un espace très réduit. Parce que si la décision publique est de ne pas emprunter, de ne pas garantir tel ou tel pays, rien ne se fait. Et donc, il faut approfondir les marchés des capitaux, il faut privatiser en Afrique pour emporter les capitaux internationaux en Afrique, il faut libéraliser les secteurs, il y a beaucoup de choses à faire des deux côtés. Mais on ne peut pas rester sur le concept, le vieux concept de rien ne se passe s'il n'y a pas une garantie de l'État. Et ça, moi je finirai là-dessus, c'est l'importance de l'éducation. Et là, je prends ma casquette d'éducateur, de professeur. Je crois qu'il y a un grand chantier, un grand boulevard qui s'ouvre devant nous d'éducation de nos populations, de nos futurs dirigeants, de nos futurs cadres. L'éducation dans une vision de coopération plus juste, plus égalitaire, moins condescendante et aussi, et ça c'est lié bien entendu, basée sur une vision de durabilité, de développement humain et de développement durable. Je crois que c'est très très important que nous puissions, des deux côtés, nous frayer un chemin dans cette forme d'éducation qui sera très utile pour une meilleure compréhension et une plus grande sagesse. Monsieur Saïdan, Monsieur Orsès, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Thank you very much.